Bonjour et bienvenue dans cette formation sur le montage dans DaVinci Resolve 19. Donc c'est la formation qui va être consacrée principalement aux effets de montage classiques. Donc je vais vous apprendre en fait comment on monte sur le logiciel, comment on débute dessus. Donc c'est plutôt une formation débutant intermédiaire sur laquelle je vais vous montrer toutes les fonctionnalités dispo dans la version DaVinci Resolve 19, la toute nouvelle version 19, parce que vous allez voir, il y a pas mal de petites choses qui ont été rajoutées. Et puis vous allez retrouver du coup la partie 2, donc ça c'est une formation qui va être plus consacrée aux effets avec de nombreux ajouts de la version 19 dessus, très nombreux, sur laquelle du coup on va insister plus sur le son, les nouveaux effets, tous ces éléments-là que je vous ai cités précédemment, ainsi que le multicam et tout un tas de montages vraiment avancés. Alors pourtant, même si vous connaissez assez bien DaVinci, vous ne serez pas complètement sans découverte non plus, puisque je vais vous montrer des nouveautés ou des choses peut-être que vous ne connaissez pas encore. Je m'appelle Adelin, je suis réalisateur étalonneur et prof en école de ciné. On va passer toute cette formation ensemble, donc bienvenue à vous. Alors cette introduction, elle est aussi pour les nouveaux venus, ceux qui veulent switcher de Premiere Pro ou Final Cut vers DaVinci. Bienvenue à vous. Vous faites un excellent choix. Aujourd'hui, DaVinci, c'est un logiciel extrêmement en vogue. Si je devais citer quelques atouts qu'il a en fait actuellement, eh bien le premier ce serait que DaVinci s'est développé par Blackmagic et Blackmagic écoute énormément la communauté, en plus du fait qu'il soit en version gratuite aussi et tout à fait utilisable. Et bien voilà, il est mis à jour constamment, les mises à jour sont très grandes. Un autre atout, c'est qu'il est extrêmement stable, avec très peu de bugs et qui fonctionne vraiment bien, il est très optimisé. Et enfin, le dernier atout, c'est qu'il est résolument beaucoup plus moderne que ses concurrents. Là-dessus, il n'y a pas photo, on ne pourra pas vraiment les concurrencer. À l'heure où je parle, en 2024, sur la version 19, Premiere Pro et Final Cut sont à des années-lumière en termes de fonctionnalités, par exemple sur le Neural Engine, donc des fonctionnalités IA en local, ou ce genre d'éléments, on verra ça un petit peu après. Pareil pour les trackers, etc. Tout un tas d'éléments qu'on peut voir aussi dans la formation d'étalonnage, n'hésitez pas à aller voir. Et parce qu'en fait, cet outil, il faut pas oublier qu'à la base c'était un logiciel d'étalonnage qui est devenu un logiciel de montage et aujourd'hui il fait aussi bien l'un que l'autre. C'est le logiciel le plus utilisé à Hollywood pour l'étalonnage, mais en montage il commence à être utilisé dans de plus en plus de production et ça devient important de commencer à s'y former puisque regardez, moi je prends mon cas, en tant que réalisateur j'ai travaillé sur de nombreux projets avec DaVinci, y compris avec des productions sur un banc de montage avec plusieurs monteurs et ça se passe super bien. Comme tout logiciel, il a aussi des inconvénients, bien sûr, il n'est pas parfait, loin de là, c'est pas du tout ce que j'essaie de dire, mais ces inconvénients tendent à diminuer d'année en année, donc ça devient vraiment intéressant d'être dessus. Alors si vous effectuez un switch, sachez que déjà pour conserver vos raccourcis, c'est possible, sachez aussi que finalement, un logiciel de montage, ça reste qu'un logiciel. Je vais vous prendre un exemple tout bête, mais un chauffeur de taxi, il est toujours chauffeur de taxi, qu'il soit dans une Mercedes ou dans une Renault, ça reste une voiture. C'est la même chose. Avec le montage, c'est pareil. Donc pas de panique si vous venez d'un autre logiciel, vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. En fait, il prend un peu le meilleur des deux mondes, de toute façon, vous allez voir. Bon, et puis par contre, si vous venez David, là forcément, ce sera très différent et en général, vous allez bien aimer. Allez, on perd pas de temps et on y va tout de suite. Donc avant de passer à la suite, d'abord, DaVinci Resolve 19 est là et un peu de matériel pour comprendre un peu la philosophie du logiciel. Comme je le disais juste avant, la philo du logiciel, c'est que à la base, c'est un logiciel d'étalo qui a été racheté par Blackmagic, qui est devenu un logiciel hyper populaire de montage, d'étalonnage, de mixage son et même de 3D et d'FX avec Fusion. Donc déjà la philosophie du logiciel c'est le tout en un. Aussi c'est le système nodal, donc pour si vous n'y comprenez rien c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça va pas nous influencer pour le montage. Et la philosophie de DaVinci c'est les mises à jour constantes et régulières, ça c'est ce que je vous expliquais juste avant. Énormément de mises à jour pour avoir toujours plus de mouvements, toujours plus de choses qui se passent dans le logiciel. C'est très important. Le but, c'est d'apporter toujours plus de fonctionnalités aux utilisateurs sans en enlever d'autres. Alors là, c'est un peu le contraire, par exemple, quand vous venez de Premiere, puisque sur Premiere, en général, quand ils mettent à jour un outil, ils ont tendance à supprimer l'ancien ou en tout cas à le mettre dans les bas-fonds du logiciel. Ici, sur DaVinci, c'est pas pareil du tout. Ils laissent même les anciens outils pour ceux qui veulent utiliser les anciens. Mais vous allez voir, tout est résolument plus moderne. Pour le cas de cette formation, je vais vous fournir des rushs. Ces rushs-là, vous allez pouvoir les utiliser avec la musique de votre choix. Pour la musique, vous pouvez en trouver un peu où vous voulez, vous pouvez prendre ça sur YouTube, vous pouvez prendre ça sur des plateformes comme Artlist, etc. C'est comme bon vous semble. L'idée, ça va être de faire un clip musical avec une base de rush que je vous aurais donné. Si vous avez déjà des rushs en votre possession, si vous voulez vous entraîner avec les miens, vous pouvez aussi. Donc tout ce que je vais faire moi tout le long, l'objectif ça va être pour vous derrière de le répéter. Moi je vais vous donner toutes les méthodes et ensuite vous allez pouvoir l'exercer. Pour ça, je vous fais un petit topo matériel. Pour utiliser DaVinci, c'est extrêmement simple. Il est super optimisé et notamment sur les Mac. Donc, si vous avez des Mac à partir des M1, ça fonctionne du
tonnerre. Si vous avez des Windows, ça marche très bien aussi. En revanche, il y a un truc que je vous conseille évidemment, c'est le multi-écran. Comme vous pouvez vous y attendre, le multi-écran. Donc je vous conseille d'avoir 2 écrans, c'est le top du top pour monter. Aussi, chose à éviter complètement, je vois énormément de gens faire ça. Tous les monteurs qui montent avec le pad de leur Mac, arrêtez de faire ça. Ça, c'est pas du tout possible. C'est possible quand vous faites un tout petit truc dans une gare ou dans un aéroport, mais ça va pas plus loin. Si vous êtes chez vous, terminez s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Arrêtez de monter avec le trackpad, même avec le Magic Pad là, d'Apple. Ne montez pas avec ça, c'est pas possible de monter avec ça. Montez avec une souris. Là, peut-être que vous allez me dire, oh mais si, moi je vais très vite, etc. Non, non, non. Je vous arrête. On peut essayer comme vous voulez. Vous pouvez vous mettre, si vous voulez, en face de moi, et vous pouvez être 3 contre moi, une seule souris contre 3 trackpads avec des experts du trackpad. Je vous gagnerai les amis, c'est sûr et certain. Alors c'est pas du tout pour être prétentieux, c'est juste pour vous rappeler vraiment à quel point c'est pas du tout professionnel d'utiliser le trackpad et c'est extrêmement lent, même si vous pensez que c'est rapide. Vous allez voir avec tout ce que je vais vous montrer, vous allez vite comprendre pourquoi. Et notamment parce qu'on va pouvoir paramétrer beaucoup de raccourcis sur notre souris. Si vous n'avez que ça, évidemment vous n'avez pas le choix, mais si c'est possible, virez tous ces éléments là, ça ne sert à rien. Concernant la technique de rester que sur un seul écran pour être focus, sincèrement, je trouve que c'est pas du tout professionnel. C'est quelque chose qui est utilisé dans le milieu très amateur. Mais si vous voulez professionnaliser et en tout cas acquérir de la rapidité, des compétences d'exécution, il vous faut 2 screens, il n'y a pas photo, il vous faut 2 écrans pour aller beaucoup plus vite. Sur ces écrans, votre meilleur choix, ça va être d'afficher ce qu'on appelle un clean feed, c'est-à-dire un écran avec l'image finale. Comme ça peut vous permettre de voir, de visualiser constamment l'écran en grand. Ça, c'est dispo sur la version DaVinci Studio. Sur la version gratuite, il n'est malheureusement pas possible de faire ça parce que vous le verrez, l'interface, on peut pas la mettre comme dans Premiere Pro. On en reparle plus tard, c'est un des inconvénients de DaVinci. Donc, au global, pour conclure, la philosophie de ce logiciel, c'est qu'elle est ouverte, moderne, dynamique et qu'elle est adaptée à tout type de création, que ce soit du créateur, filmmaker solo indépendant, à l'amateur qui fait des voyages et des vidéos de vacances, ou au professionnel qui fait des grosses productions, comme ça a été mon cas par exemple avec des montages pour des émissions de télé de plus d'1 heure en multicaméra. Tout y est. Et toujours sur la philosophie, en fait, c'est on monte, on fait les effets, on fait le mixage audio, on fait l'étalonnage et on exporte. Donc c'est une philosophie tout en un. Et ça aussi, ça fait plaisir. C'est pas 15 000 logiciels différents. Pour ceux qui viennent d'Adobe, c'est un grand changement ça pour vous. Parce que qu'on se le dise, même si le Dynamic Link c'est une excellente idée d'Adobe, dans la réalité ça marche extrêmement mal. Tous les monteurs professionnels vous le diront, le Dynamic Link c'est quand même flingué. Donc au final vous avez souvent besoin d'exporter et de plus passer par le Dynamic Link et c'est du temps perdu de passer de logiciel en logiciel. Alors certes, il y en a parmi vous pour qui ça fonctionne, mais là je vous parle dans un niveau professionnel où on est avec des productions avec plusieurs monteurs ou alors sur des films qui sont longs, il y a forcément un moment où ça va merder. Et ça aussi ça change grandement dans la philosophie du logiciel, c'est sa stabilité. Mais j'en ai parlé déjà avant, je vais pas revenir dessus. Donc moi je vous conseille clavier souris, 2 écrans. Si vous n'avez pas ça, attention, ce n'est pas grave. Tout ce que j'ai dit avant, c'est pour l'optimisation, pour être le plus proche d'un professionnel. Si c'est pas votre objectif, si vous avez que votre petit MacBook Pro, juste avec le trackpad, pas de souci, c'est ok. C'est juste que, ayez bien en tête, vous serez toujours beaucoup plus lent que quelqu'un qui utilise des conditions optimales. C'est tout. On continue, on perd pas de temps, on y va. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer mon organisation directement dans les dossiers. C'est un petit peu ma préparation de disque dur, fichier, et c'est au niveau tout simplement de la dernière version de DaVinci qui est la version 19, donc c'est au regard de la version 19. Donc moi ce que je vais faire, c'est que dans mon disque dur, je vais toujours faire ce qu'on appelle un dossier montage. Dans ce dossier montage, alors là après c'est vous qui voyez, vous allez pouvoir par exemple mettre client. Donc, par exemple en général on a un dossier client où pour vous-même pas besoin de mettre de dossier en particulier. Et puis là souvent on va avoir donc le nom du client, donc par exemple je vais mettre le client N1 et puis ensuite on va avoir, et d'ailleurs si vous êtes sur Mac je vous conseille de faire la présentation comme ça sous forme d'éléments de gauche à droite, c'est très efficace. Et donc là on va avoir pour moi une division assez simple. On va avoir un dossier qui s'appelle le dossier rush dans lequel vous allez retrouver tous vos rushs. Donc les rushs ça comprend en fait tout ce qui concerne votre vidéo, tout ce qui concerne votre image. Si vous avez dans votre rush, moi c'est un truc que je conseille mais vous n'êtes pas obligé, si vous avez des face caméra, donc ça peut être par exemple des interviews ou quoi, donc moi je l'appelle face caméra, mais vous pouvez aussi l'appeler ITW, interview. Si vous avez ce genre d'éléments, je vous conseille vivement et très chaudement bien entendu de les marquer de cette façon-là. Ça peut être très utile de les avoir directement plutôt que de les mettre dans Rush. Et auquel cas les Rush c'est un peu vos illustrations. Ensuite on va avoir donc tous les éléments de son, donc ça c'est tout ce qui va être l'enregistrement sonore, les différents sons, donc, par exemple votre son de micro, etc. Et là vous allez pouvoir sous-diviser si vous avez envie justement en micro-cravate par exemple, donc micro-cravate. Ensuite on va pouvoir faire un autre dossier sur lesquels on va mettre les musiques, donc ça je vous le conseille aussi. Les musiques c'est les musiques qui sont rattachées à votre client par exemple. Et ensuite on va pouvoir faire un nouveau dossier qui va être du coup le projet, donc le ou les projets, ça c'est pour le montage pur et dur. Moi je vais faire un dernier dossier que je vais appeler
élément, donc je vais l'appeler ELM, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc ce dossier élément, c'est là où je vais venir mettre, on aurait pu l'appeler en anglais asset, pour ceux qui savent ce que c'est. C'est là où j'aurais pu mettre en fait toutes les ressources graphiques inhérentes à mon projet, voilà, avec mon client. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais systématiquement. Donc ici par exemple, ça peut être des motion design pour un client, des choses comme ça. Vous n'êtes pas obligé de le mettre d'ailleurs dans éléments. Si vous avez un client avec énormément de motion design, vous pouvez vraiment mettre une partie MD, donc motion design, sur laquelle vous allez mettre vraiment tous les motions du client. Et dans la partie éléments, tous les autres trucs, donc tous les motions qui sont pas récurrents par exemple. Ça peut être des logos que vous avez déjà utilisés mais qui vont pas être sûrement utilisés, etc. N'hésitez pas vraiment à faire ce que je fais là parce que vous allez voir que ça va nous servir énormément après. Dans le logiciel, je vais vous montrer comment on s'en sert, vous allez voir que c'est très puissant, très intéressant. Donc ça voilà, c'est une partie qui est très importante, hein. La préparation du disque dur, des fichiers, l'organisation, on regarde du coup de toutes les nouveautés comme je vous disais, avec la nouvelle synchronisation, et donc du coup quand on va faire un projet pour un client, on va venir le faire dans le client en question, donc si c'est N1, et puis après vous allez pouvoir le dupliquer donc en N2, etc. ainsi de suite. Et puis si vous, ça vous convient pas, si vous voulez plus d'éléments, n'hésitez pas, vous pouvez le corriger. On passe à la suite. Alors on va ouvrir le logiciel, donc là comme vous voyez il est déjà ouvert, mais vous allez tomber du coup sur la page de base qui est ici. Et donc on va commencer par ça, on va parler tout simplement de la page projet sur DaVinci. Donc cette vidéo elle va être assez importante parce que c'est un truc qui va beaucoup servir. Par exemple pour ceux qui viennent de Premiere, vous allez voir qu'au niveau de la gestion de projet, c'est un peu plus graphique que Premiere. C'est-à-dire que le logiciel vous pousse à avoir une interface disons un peu plus jolie, après c'est évidemment subjectif, mais disons que c'est censé être un peu plus facile à comprendre. Donc déjà on va commencer par en haut, on voit ici local, network et cloud. Donc ce qui se passe c'est que local c'est évidemment ce que vous avez sur votre disque dur, donc vous allez être tout seul à travailler sur un projet, vous l'aurez compris. Network c'est lorsque vous travaillez en réseau dans votre réseau d'une entreprise par exemple. Et cloud c'est pour utiliser ce qu'on appelle le Blackmagic Cloud, et là vous allez voir que du coup ça me change moi mes projets et je bascule sur mon cloud, et ça vous allez voir c'est très intéressant, on évoquera le cloud un peu plus tard, puisque le cloud en fait c'est absolument démentiel, ça va vous permettre de travailler avec vos collaborateurs, on voit ça un peu plus tard. On voit que j'ai un onglet qui s'est ouvert ici qui s'appelle le Project Libraries, désolé pour mon anglais, hein, c'est pas incroyable. Ce qu'on voit ici en fait tout simplement c'est ce qu'on appelle les databases. Donc en fait les databases, pour le fermer il faut cliquer sur ce petit onglet là. Alors DaVinci Resolve c'est un logiciel qui est pas fait pour être portable, il n'est pas fait pour être porté ailleurs, c'est un logiciel qui est fait pour être vraiment utilisé sur une seule station. Ça veut pas dire qu'on va pas pouvoir transporter son projet, loin de là, mais en fait dans DaVinci il y a tout un tas d'éléments qui se combinent qui vont permettre de créer ce qu'on appelle une database. C'est pas uniquement un projet, c'est des éléments qui sont autour d'un projet. Donc ça peut être des power grades en étalonnage, ça peut être ce genre de choses. C'est tout un tas d'éléments qui sont extrêmement importants et qui se combinent dans une database. On verra ça plus tard encore une fois. Donc lorsqu'on veut créer une nouvelle database pour par exemple l'emmener partout avec nous, on va pouvoir cliquer sur Add Project Library ici et on va pouvoir créer une nouvelle database. Mais vous voyez on va également pouvoir en connecter une qui est déjà existante. Donc il suffit pour ça simplement de venir chercher sur le petit i qui est là, le Reveal in Finder, et ensuite on va trouver la database, on va la copier sur un disque dur et on va pouvoir sur le nouveau DaVinci de notre nouvel ordinateur venir la connecter. Mais il faut savoir que cette manipulation elle n'est pas sans risque, parce que dès lors que vous allez avoir par exemple des versions différentes, ça risque de pas fonctionner, pas fait pour. Moi ce que je vous conseille, le plus simple c'est d'exporter un projet tout simplement. Donc là pour exporter un projet, on va par exemple faire un clic droit et on va faire par exemple Export Project. Il y a d'autres façons de le faire également dans DaVinci. Là pour l'instant on va rester sur ça. On peut, vous voyez, par exemple exporter le project archive, et on peut aussi exporter avec les styles et les luttes. Donc ça permet d'exporter également tous ces presets d'étalonnage pour faire très rapide. Donc la database on va passer outre assez rapidement, mais c'est ici que vont venir se loger un peu tous vos projets. Nous on va revenir sur ça, et donc là vous voyez que j'ai des dossiers et en plus j'ai des projets classiques. Donc les projets ils sont affichés par des vignettes qu'on peut agrandir ou rétrécir, ici. Je peux également créer des dossiers, je peux faire un clic droit, New Project ou New Folder, donc folder ça veut dire dossier. Et donc par exemple ici je peux créer un dossier formation, et vous voyez j'ai un dossier formation. Lorsque je vais double-cliquer dedans, ici c'est vide, et je vais pouvoir soit créer des projets directement dedans, soit reculer en arrière et venir glisser un projet directement dedans. Et là vous voyez, mon projet s'est mis à l'intérieur. Donc c'est une façon d'organiser, vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça, vous pouvez aussi l'avoir en liste, comme je l'ai ici. Bon, c'est moins fun, hein, on va pas se cacher, moi je préfère l'avoir en cube comme ça avec la vignette, hein, c'est quand même plus joli. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les projets immédiatement. Je vais quand même vous montrer quelque chose de assez important avec le réglage des projets. On va maintenant créer un nouveau projet. Sur DaVinci par défaut c'est celui qui s'appelle Untitled Project. Encore une fois désolé pour l'anglais, hein. Mais du coup ce projet là c'est le projet sans nom en fait, et on va pouvoir soit double cliquer dessus et ça va ouvrir, soit faire New Project. On peut aussi, comme vous l'avez vu, importer un projet.
Ici, je vais double-cliquer parce que c'est le projet qui m'intéresse. Et voilà, le projet vient de s'ouvrir. On a fini pour les projets, on reviendra sur un petit élément des projets un peu plus tard. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur DaVinci Resolve 19. Ça y est, on est déjà à la version 19.0.2. Donc vous voyez, ça va très très vite parce que la version 19 est sortie il y a à peine quelques semaines et il y a déjà eu 2 belles mises à jour dessus. Ça va aller de plus en plus vite. C'est pas dit que dans à peine quelques mois, il y a déjà des fonctions, des nouvelles fonctions assez importantes. Donc là, je vais vous présenter en fait un tour du logiciel. On va faire un tour global de l'interface, mais c'est surtout la découverte un peu de l'ensemble du logiciel plutôt que de détailler chaque élément d'interface qu'on va détailler, vous allez voir un peu plus tard quand on parlera de chaque page. Alors pour faire simple, ici on a sur DaVinci, quand on ouvre le logiciel, en bas 7 petites fenêtres. Ces 7 petites fenêtres, elles correspondent à la vision de Blackmagic sur le fait de faire un projet de post-production. C'est-à-dire que d'abord on va commencer par l'onglet médias. D'ailleurs si vous ne voyez pas le texte, vous faites un clic droit sur la barre ici et vous cliquez sur Show Icons and Label. Dans l'onglet médias, on va tout simplement ajouter nos médias. On y reviendra sur chaque page, comme je vous l'ai dit. Dans l'onglet Cut, c'est une version en fait de DaVinci qui correspond plus ou moins à ce qu'on retrouve sur Adobe Premiere Rush. C'est objectivement pas très intéressant. On va pas se mentir, on va pas vraiment passer de temps sur cet onglet-là. C'est un onglet qui est vraiment très débutant, qui ressemble un petit peu entre guillemets à ce qu'on va retrouver sur CapCut ou ce genre de logiciel de montage. C'est-à-dire que c'est vraiment du drag and drop avec assez peu de possibilités et surtout c'est censé à la base être une page de montage très rapide et au final personnellement je trouve ça vachement plus long que la page edit, mais en tout cas elle existe et elle permet de faire des montages évidemment. Ensuite on a la page edit, donc ça c'est tout simplement la page de montage, c'est la page dans laquelle on va passer le plus de temps. Vous verrez, je vous ferai une très jolie présentation avec tout ce qu'il faut. Ensuite on a la page Fusion. Alors Fusion a reçu une énorme mise à jour dans la version 19, ils ont changé beaucoup d'éléments dans Fusion. Donc pour ceux que ça intéresse, il y a beaucoup de choses. Dans cette formation, on va pas parler de Fusion, mais c'est très intéressant. Et d'ailleurs, dans l'interface de base aussi d'Edit, il y a pas mal de choses qui ont changé aussi avec la 19. On y viendra un peu plus tard. Dans la page Color, c'est ici qu'on va faire ce qu'on appelle de l'étalonnage. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, il y a aussi des formations. J'ai fait aussi une formation sur l'étalonnage sur Resolve 19, n'hésitez pas à aller la voir. L'étalonnage, c'est la correction colorimétrique, c'est comme ça qu'on va corriger les couleurs, corriger les teintes de l'image, etc. C'est extrêmement intéressant comme domaine. Et moi, ça fait partie justement de mon métier. Donc ils ont rajouté tout simplement pas mal de menus dans l'étalonnage, ils ont rajouté notamment le color slice et tout un tas de fonctions qu'il n'y avait pas avant, donc l'interface a aussi là encore un peu changé. Ensuite on a l'onglet Fairlight qui correspond tout simplement au mixage son, au mixage audio, ça c'est vraiment l'onglet typique sur DaVinci qui, si vous voulez, est un peu l'équivalent du Adobe Audition en version beaucoup plus poussée, on va dire. Et c'est fait pour être utilisé avec les consoles DaVinci, donc ils ont des consoles énormes avec je sais pas, 30 pistes, etc. qui permettent d'utiliser en fait des systèmes de broadcast et ce genre de choses ou de mixage pour faire du mixage et du mastering son. Évidemment dans cette formation ça va pas nous intéresser, mais vous verrez qu'on parlera quand même de son. Alors là aussi pareil, grosse refonte avec la 19, beaucoup plus d'éléments qu'avant et ça fait plaisir. Et ensuite pour finir évidemment on a la page de Deliver. Donc la page de Deliver c'est la page tout simplement sur laquelle on va venir faire tous nos exports. C'est une page qui est évidemment extrêmement importante et cette page là elle ressemble un peu, pour ceux qui viennent de première, à Media Encoder. En gros c'est une sorte de Media Encoder, voilà, comme ça vous serez pas perdu. Donc au final si je récapitule, au niveau de l'interface vous voyez c'est des onglets Media, Cut, Edit, Fusion, Color, Fairlight, Deliver qui correspondent à l'ordre des choses. D'abord on importe des médias, on fait un dérochage, on commence notre dérochage dans la partie Edit de montage, on fait notre montage, sur Fusion on vient faire nos effets spéciaux, notre 3D, sur la Color on vient faire l'étalonnage et en parallèle on va faire le mixage final et puis on vient tout simplement exporter le film. C'est un peu la mentalité de Resolve. Alors petite précision sur Resolve avant de passer à la suite, on va tout simplement parler de comment fonctionne l'interface en règle générale. Il faut savoir que l'interface de Resolve, elle fonctionne avec des panneaux qui s'ouvrent et qui se ferment. Un peu comme sur Final Cut, je vous expliquais que, pour ceux qui viennent de Final Cut et de Premiere, je vous expliquais que ça ressemble un peu à Final Cut dans l'interface. C'est assez friendly, donc c'est pas comme Premiere Pro ou sur Premiere Pro, on ne peut malheureusement pas fermer un panneau sans le fermer complètement. C'est soit vous l'avez, soit vous l'avez pas, mais vous pouvez pas faire l'entre-deux. On peut pas faire ça. On peut pas, c'est impossible de faire ça, on peut juste fermer le panneau ou l'ouvrir et il suffit simplement de cliquer dessus. Donc tout au long de cette formation, des fois je vous le dirai, pensez, quand vous avez terminé de vous servir de quelque chose, pensez à le fermer. Si ça vous sert plus à rien, c'est toujours intéressant d'avoir le plus d'interfaces possible. Parce que oui, sur l'interface, contrairement à Adobe Premiere Pro aussi, là encore c'est différent, on va pas pouvoir retrouver malheureusement le fait de déplacer, vous voyez, des éléments d'interface. Là si je viens sélectionner, cliquer et déplacer, et malheureusement ça va pas bouger. Alors c'est normal, parce que l'interface de DaVinci, ils l'ont voulu assez figée pour plein de raisons. La première raison, c'est évidemment que des fois on travaille en collaboratif et du coup on a besoin que tout un tas de gens au sein d'une même production aient le même workflow à l'exact
truc près, entre guillemets, d'interface. Il faut que ce soit vraiment pareil pour tout le monde. Et les autres raisons, il y en a plein. C'est d'abord aussi des raisons de stabilité. Et puis c'est aussi simplement des raisons de choix logiciel. Par exemple, il y a une version gratuite sur DaVinci et une version payante. La question aurait été complexe aussi de se dire est-ce que dans la version gratuite on peut faire ça et pas dans la payante, etc. Comment en fait ça peut fonctionner au niveau commercial. Là, ce que je dis c'est de la spéculation, c'est pas une preuve formelle de cette raison-là, mais je pense que c'est une des raisons qui rentre en jeu. Et puis il y a cette notion tout simplement, la toute dernière qui est la plus importante, de stabilité. En fait, si tout le monde a la même interface, ça permet de créer plus de stabilité plus facilement, ce qui n'est pas le cas avec Promare. Dites-vous que plus vous allez avoir un logiciel qui va être customisable à l'infini, et plus il y a de chances qu'il fonctionne pas sur certaines configurations. C'est un peu aussi pour ça que c'est très difficile d'optimiser en fait un logiciel pour des machines sur Windows, parce qu'il y a des centaines voire des milliers de configurations possibles sur Windows, alors que sur Mac, il n'y a que quelques modèles de Mac avec des configurations très similaires les unes aux autres. D'où le fait que ce soit très optimisé sur Mac. Spoiler, c'est très optimisé sur Mac. Cependant, si vous avez plusieurs écrans, ce que je vous conseille de faire, donc l'interface, évidemment, vous allez pouvoir mettre le dual screen. Donc vous allez dans Workspace et vous allez trouver dual screen. Vous allez retrouver tout simplement comment en fait on va pouvoir mettre ces différents écrans. Donc moi ici j'utilise 3 écrans. Vous allez retrouver en version payante, je vous le conseille évidemment, le vidéo clean feed. Ça c'est très intéressant. Ça vous permet d'afficher sur un de vos écrans un plein écran tout simplement de votre timeline en permanence. C'est extrêmement intéressant, quasiment tous les monteurs et monteuses travaillent de cette façon là, et je vous conseille de faire ça plutôt que sur Premiere Pro par exemple, prendre juste le visualiseur et le mettre en grand ailleurs. Là ici de toute façon ce sera pas possible. Donc l'interface, vous verrez, elle est assez figée, et puis pour sauvegarder votre interface, vous venez dans Layout Preset ici, et une fois que vous l'avez faite, vous faites Save Layout as Preset, vous l'appelez comme vous voulez. Vous voyez, moi j'ai mis montage, color grading et color grading, et ça va très bien comme ça. Et du coup, dès que je veux charger en fonction de ce que je fais load preset et ça marche super bien. Voilà, n'hésitez pas, c'est extrêmement intéressant à faire aussi. C'est très facile, et quand vous voulez revenir à la base, vous faites Reset UI Layout et ça va tout recommencer à zéro. Voilà, je pense que ça suffit pour l'interface, c'est une grosse vidéo déjà, mais au global, vous allez voir, c'est une interface qui se prend très vite en main. Certes, moins malléable que Premiere Pro, on va pas se cacher, mais peut-être aussi plus stable. Alors on va maintenant parler du réglage du projet. Donc le réglage du projet, c'est pas obligatoire, je vous le montre et je vous en parle, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi faire la méthode qui se fait sur tous les types de montage. Pour ceux qui sont pas au courant, quand vous avez en fait un rush et que vous l'importez dans une timeline, votre logiciel de montage va vous avertir, bon écoutez, vous venez de mettre un rush, il est à tant de vitesse, donc il y a tant d'images par seconde, est-ce que vous voulez synchroniser ça et rendre les paramètres de votre projet similaires aux paramètres du rush que vous venez de mettre? Donc ça, évidemment, pour l'immense majorité des gens, je vous conseille de mettre oui. Le commun des mortels, ça va très bien fonctionner. Mais si vous avez envie de paramétrer votre projet, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va aller tout simplement dans les réglages qui sont ici, c'est les Project Settings. Donc c'est juste à côté de la maison, la petite maison qui vous permet de basculer de projet en projet. Et là, on va aller dans les Master Settings. Ce qui va nous intéresser là aujourd'hui, c'est ces deux menus là, Timeline Format et Video Monitoring. Donc le Timeline Format, on va commencer avec ce qu'ils appellent la Timeline Resolution. Donc ça, c'est un truc qui est par défaut. Ça va rester un peu toujours comme ça. Et donc, ce truc-là, c'est en fait tout simplement donc la résolution de votre timeline. La timeline, c'est ce qu'on appelle sur Premiere Pro la séquence. Donc tout ce que vous avez sur Premiere Pro qui s'appelle une séquence, sur DaVinci on appelle ça une timeline, mais c'est la même chose, c'est une séquence. Donc par défaut, il est toujours en 1080p. Ça vous permet d'avoir une timeline qui est assez facile à lire parce que du coup, elle a une petite taille. Vous pouvez, si vous avez un ordi un peu plus puissant et si vous voulez monter à pleine balle avec les rushs plein pot, etc., vous pouvez mettre la timeline en 4K. Ça peut être utile, mais par défaut, au global, dans cette formation qui est plutôt une formation débutante, je vous conseille plutôt de laisser par défaut la HD, donc la Full HD, la 1080p. Comme ça, vous n'aurez pas de souci nécessairement de ralentissement si votre machine n'est pas au top, et ce sera très facile pour vous de monter. Et en plus de ça, évidemment, ça n'empêche pas, monter sur une timeline en 1080p n'empêche pas après de l'upscaler, de la remettre en fait en 4K. C'est vraiment uniquement le temps du montage, puisque de toute façon, que ce soit en 1080p ou en 4K, le logiciel va tout de suite adapter et il va pas vous demander de redimensionner le fichier, ne vous inquiétez pas. Ensuite en dessous on va retrouver différentes choses, donc le pixel aspect ratio, là vous n'allez pas toucher, vous laissez toujours square. On va retrouver la timeline framerate. Alors ça c'est très important les amis, parce que sur DaVinci Resolve c'est un peu plus chiant, c'est un peu plus verrouillé que sur Premiere. Une fois qu'on a mis un rush avec tout simplement un framerate, on ne peut plus le changer. Il faut le changer avant d'avoir mis un rush dedans. Ça veut dire que si vous voulez une timeline qui soit par exemple en 25 images par seconde, mais que vous mettez des rushs qui sont en 50, dès lors que vous allez mettre des rushs en 50 sur une timeline qui n'est pas réglée, eh bien votre timeline va passer en 50, ce que je vous disais au tout début. Et une fois que vous allez arriver à l'export, vous n'allez plus pouvoir en changer. Vous allez être obligé d'exporter une timeline en 50.
parce que le logiciel ne permet pas, avec une timeline déjà créée, de revenir sur ce paramètre-là. Vous pouvez le faire uniquement avec une nouvelle timeline ou avec une timeline avec aucun rush dedans. Donc je vous conseille par défaut de mettre 25 si vous montez du 25 et puis un autre framerate si vous montez autre chose. Mais au global, n'oubliez pas ce paramètre-là, il est extrêmement important. Après, il ne faut pas s'inquiéter, hein. Évidemment, si vous avez un souci avec ça, vous pouvez tout à fait créer une timeline. On verra comment on fait ça un peu plus tard. Ensuite, on va avoir du coup donc ce qu'ils appellent le playback framerate. Donc ça, c'est tout simplement en fait les FPS hein, de votre lecteur. Forcément, vous allez toujours l'aligner avec votre framerate timeline, évidemment. En dessous, on va passer au menu qui nous intéresse, c'est le vidéo monitoring. Alors le vidéo monitoring, c'est ce qui va tout simplement permettre d'afficher en fait sur votre écran. Donc là, vous voyez la vidéo résolution qui va être affichée sur mon écran, c'est 1080p. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, j'ai un écran qui est Ultra HD 4K, donc je vais mettre Ultra HD 4K. Et puis ensuite, je vais pouvoir utiliser tout un tas d'informations assez techniques dont on va pas trop évoquer aujourd'hui, mais on va pouvoir, c'est ici par exemple qu'on va pouvoir activer les métadatas HDR pour par exemple exporter des fichiers en HDR. Ça s'active ici. Donc le vidéo monitoring, c'est tout simplement en fait votre retour vidéo. Donc ici, moi, mon retour vidéo, il est en 4K, je le laisse en 4K. Maintenant, je fais save et je retourne sur mon projet. Voilà, donc là, on a réglé notre projet avec le réglage de la timeline, etc., des séquences, et ça va fonctionner nickel. Hein. Alors, il y a d'autres éléments de réglage du projet, bien sûr, il y en a plein d'autres. À commencer par le fait qu'on peut aller dans DaVinci Resolve ici et dans les préférences. Et ici, il y a pas mal d'éléments à régler. Donc déjà, vous avez par exemple la langue du logiciel qui est dans User puis Language. Moi, je le laisse en anglais parce que je trouve qu'en anglais, ça marche vraiment très bien, et on a tous les tutos qui sont disponibles en anglais. Je trouve que les traductions en français sont un peu parfois pas trop exactes, donc même si vous parlez très mal anglais, je vous conseille de le mettre en anglais, sincèrement vous ne serez pas perdu du tout. Dans les paramètres système, on va pouvoir retrouver différents réglages, hein. Par exemple la RAM allouée ou non, où est-ce qu'on va tout simplement stocker certains médias, est-ce qu'on va utiliser le GPU, etc. Voilà, tout un tas d'éléments assez importants pour les geeks, hein, s'il y en a parmi vous qui sont bien geeks, bien nerds et qui vous regardent un peu tout ça, vous allez retrouver plein de choses. Et puis on va retrouver dans les paramètres justement général, on va retrouver beaucoup d'éléments, notamment pour l'étalonnage. Si par exemple vous avez un écran sur un Mac, si vous êtes sur Mac, il faut cliquer sur ça par exemple, il faut mettre Use Mac Display Color Profiles for Viewers, mais ça j'en parle dans la formation d'étalonnage, n'hésitez pas à aller voir ça, c'est ce qui va expliquer le gamma shift, hein. Donc c'est ce qui va expliquer que vous avez des différences de contraste entre votre fichier que vous voyez sur DaVinci et le fichier que vous exportez. Donc ça, j'en parle dans la formation d'étalonnage, mais ça peut vous arriver aussi en montage, ça peut arriver partout. Donc il va falloir cocher ça, il va falloir aussi cocher ça, et il va falloir faire un autre paramètre dans le projet en color management. Voilà, c'est quelques réglages de projet que je voulais évoquer avec vous par-ci par-là. Il y a beaucoup de choses à évoquer, mais vous allez voir, on va y venir petit à petit. Alors dans cette vidéo, je vais revenir avec vous sur les préférences utilisateurs, mais cette fois-ci, je vais parler d'un truc très précis. C'est un truc qui permet d'éviter les bugs. Vous allez vraiment me remercier un peu plus tard quand ça vous arrivera. Sur DaVinci, il existe dans le mode User ici, par défaut, il y a pas mal de choses qui sont cochées, notamment ces deux éléments-là. Donc le premier, c'est Stop Playback when dropped frame is detected. Donc ça veut dire qu'en fait, votre lecture, d'accord, va s'arrêter dès que vous allez avoir une frame qui va drop. Alors en français, excusez-moi pour tous les anglicismes, je suis désolé. En gros, ça veut dire que dès que votre ordi va ramer ou que votre rush ne va pas être fluide, eh bien ça va mettre pause. Et ça, c'est insupportable les amis, vous ne voulez surtout pas ça. Donc ça, vous l'enlevez. Ensuite, la deuxième chose, c'est ça. Et là, vous allez vraiment me remercier plus tard. Beaucoup de mes élèves en école de cinéma ont ce problème-là. Par défaut, donc stop renders when a frame or clip cannot be processed, c'est coché. En fait, ça veut dire que quand vous faites un export, s'il y a le moindre problème dans l'export, enfin si DaVinci détecte un problème de type une frame ou un clip qui ne peut pas être encodé, qui ne peut pas être utilisé, et il va tout simplement arrêter le rendu. Et donc, ça va vous faire des erreurs d'export en boucle. Sauf que parfois, en fait, ces erreurs d'export sont des erreurs fantômes, c'est-à-dire qu'en fait, c'est par exemple, ça peut être une frame, donc c'est des choses qui sont totalement invisibles, et du coup, c'est hyper chiant parce qu'en fait vous ne pouvez pas exporter, genre jamais, vous ne pouvez jamais exporter votre fichier, ça va pas du tout, c'est un gros problème. Donc ça, sur DaVinci 19, on vient ici et on le décoche. Lorsqu'on le décoche, en fait on va forcer notre logiciel DaVinci à exporter quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Pour l'instant, ça vous paraît être peut-être risqué ou quoi, mais ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance, je l'utilise depuis de nombreuses années, ça marche très bien, il n'y a aucun problème, ça fonctionne à merveille. Voilà, donc ça c'est important. Ensuite on fait save. Alors l'autre élément qui va nous servir pour juste après aussi, c'est dans l'editing, on va aller là-dedans et là on va cliquer, donc on va cocher tout ça là, Automatic Smart Bin, For People, etc. Tout ça c'est assez important parce qu'en fait c'est ce qui va nous permettre d'avoir les dossiers dans les, sur les côtés là ici, sinon ils sont pas affichés. Donc tout ça vous le cochez, ça c'est assez important. Ensuite, autre élément, il y a des gens que ça rend fou, mais le Start Timecode de DaVinci par défaut il se met sur 01000000. Donc si vous voulez un timecode à 0 secondes,
eh bien il faut mettre 0, faire save et normalement il faut redémarrer le logiciel et puis après vous aurez 0, d'accord? Voilà, comme ça au moins vous le savez, c'est fait. Pareil, vous voyez que vous pouvez tout simplement configurer en fait le nombre de vidéo track et de audio track par défaut, si vous voulez qu'elles soient en stéréo, en mono, etc. Tout un tas d'éléments. Ça peut être très intéressant. Par exemple, moi sur mes montages, j'ai tout le temps 2 pistes audio par défaut et en stéréo. Voilà, comme ça j'ai mon micro à synchroniser et mon micro de base. Et c'est à peu près tout pour les réglages de base, ça suffira pour l'immédiat. Alors allez, cette fois-ci je vais en terminer avec ça et je vais vous parler du gamma shift. Donc le gamma shift, hein, c'est un problème qu'on a avec... donc cette vidéo elle concerne que les gens qui ont des Mac. Si vous n'avez pas de Mac, ça sert à rien de regarder cette vidéo, puisque cette vidéo elle concerne justement uniquement les gens qui ont des Mac. Si vous n'avez pas de Mac, à nouveau, je le répète, ne regardez pas la vidéo ou alors regardez-la pour la science, mais c'est tout. Donc le premier truc qu'on va mettre, c'est Use Mac Display Color Profiles for Viewers. Donc ça c'est très important. Ça va permettre en fait de dire à votre DaVinci que vous utilisez un Mac et que du coup le Mac utilise en fait un profil ICC. Le profil ICC, c'est tout simplement le profil colorimétrique du Mac vers l'écran, comment il va interpréter en fait les couleurs. Et du coup c'est important de lui dire que vous utilisez un Mac pour qu'il puisse utiliser ça. Ensuite le deuxième truc, c'est que vous allez cliquer sur automatiquement tag Rec 709 clip comme Rec 709A. Donc le Rec 709A, vous l'aurez compris, ça veut dire app de Apple. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez faire save et ensuite il reste un dernier paramètre à faire systématiquement et donc pour l'exercice. Et pour l'exercice que je vais faire, c'est que je vais vous montrer avec une image, comme ça vous allez bien vous rendre compte. Donc ici vous voyez, j'ai mis une image. Et donc en fait, regardez ce qui va se passer lorsque je vais en fait venir changer mon gamma pour éviter d'avoir ce problème de gamma shift, hein, qui est très courant chez les gens qui ont des Mac sur DaVinci. Et bien c'est comme ça qu'on fait. Donc d'abord vous me faites au préalable les paramètres que je vous ai montrés et ensuite on va aller dans les menus du projet, ici en bas à droite. On va aller dans Color Management et ici on va venir chercher sur Timeline Color Space. Ici en fait on va venir chercher le Rec 709 à la place du Rec 709 Scene et ensuite en Output Color Space on va venir chercher Same as Timeline. Regardez ce qui va se passer lorsque je vais faire save, regardez mon image. 3, 2, 1, hop là, vous avez vu? Donc vous avez vu, elle a radicalement changé. Je vous laisse faire un retour arrière dans la vidéo pour voir, mais du coup le contraste a changé, donc le gamma shift a été corrigé. Cela veut dire que là, l'image que je vois, cette image là, je la verrai telle quelle sur mon lecteur QuickTime et sur YouTube. Quand je vais l'exporter, elle sera exactement comme ça. Si je n'avais pas fait ça, elle aurait été différente. Donc ça c'est important pour tous les utilisateurs de Mac, c'est un gamma shift, c'est hyper important, vous devez le faire sur tous vos projets. Donc ça c'est un peu le truc qui est un peu chiant, mais là vous devez le faire absolument sur tous les projets, à savoir qu'on va pouvoir faire des presets de projets aussi. Vous voyez ici on va pouvoir tout simplement sauvegarder le preset. Donc c'est ce que je vous conseille de faire, hein. Vous sauvegardez le preset et comme ça à chaque fois vous remettez le même preset de projet partout et c'est nickel. Mais on reparlera de la sauvegarde des presets un peu plus tard parce qu'il y a plein de gens du coup qui sont pas sur Mac qui ont arrêté de regarder la vidéo. Alors on y va pour un élément tout bête mais qui peut vous faire gagner vraiment beaucoup de temps. Donc pour les aficionados de Premiere Pro, ça va vous parler je pense, c'est vraiment très sympa par rapport à Premiere. C'est tout simplement le Dynamic Project Switching. Donc ça c'est un réglage à paramétrer avant qu'on commence le suite de la formation. C'est très important. Donc ce réglage pour le paramétrer, on va cliquer sur la petite maison ici. Et donc ça fonctionne uniquement dans le Blackmagic Solo. Si vous utilisez le cloud ça marche pas, mais c'est une fonctionnalité qui est géniale. Vous faites clic droit et là vous allez cliquer sur Dynamic Project Switching. Lorsque vous allez faire ça, en fait, qu'est-ce que ça va vous faire? Et bien ça va tout simplement vous permettre de switcher d'un projet à l'autre en un clic. Donc je vous montre. Par défaut, lorsqu'on change de projet sur Resolve, on clique sur un autre projet et ça change de projet. Donc jusqu'ici, là il n'y a pas grand chose qui change. C'est la même chose que sur n'importe quel logiciel, si ce n'est que sur Premiere, on comprend pas trop bien où on est vraiment. Là je trouve qu'on comprend très bien hein, du coup avec cette gestion de projet là. On a vraiment les deux projets qui sont différents. Donc sans le Dynamic Project, je suis obligé quand je veux changer de projet de venir ici, de revenir et de double-cliquer sur le projet. Avec le Dynamic Project, regardez ici en haut on a une petite flèche qui s'est créée. Et en fait c'est mon autre projet et je peux basculer d'un projet à l'autre en un seul clic. Et là vous voyez ça c'est vraiment génial quoi. Ça c'est super bien, c'est assez phénoménal, ça vous permet d'aller vraiment très vite. Donc ça c'est ce qu'on appelle le Dynamic Project Switching. Je vous conseille évidemment de l'activer et ça marche avec plein de projets. Hein. Si j'ouvre X projets, vous allez voir que ça va switcher en fait en fonction de tous les projets que je vais ouvrir. Alors celui-là il est un peu plus long, voilà, il s'ouvre. Et là vous voyez du coup, hop, je peux retourner, je peux rebasculer entre les uns et les autres. Celui-là est un peu plus long parce qu'il demande beaucoup de rush dans mon NAS présentement là, mais ça fonctionne très bien, hein, vous inquiétez pas, c'est juste moi qui rame un petit peu, voilà ça y est, il revient, comme je vous dis, hein, c'est beaucoup de gros rush qui sont dans mon NAS, donc voilà, c'est vraiment super bien et du coup vous allez pouvoir retrouver vos projets, donc ça c'est à activer immédiatement. Je vais vous présenter quelques raccourcis. Je vais vous donner les miens, mais vous n'êtes absolument pas obligé de les suivre et surtout, je vais vous donner une partie des miens. Donc évidemment, chacun on en utilise tous beaucoup plus que ça ou beaucoup moins, ça dépendra. Quoi qu'il en soit,
je vous conseille en tant que débutant de vraiment travailler avec votre clavier et votre souris. Surtout pas qu'avec la souris ou surtout pas qu'avec le clavier. Pour ça, je vais dans DaVinci et là j'ai Keyboard Customization. Je viens cliquer dessus. Donc premier élément sur DaVinci, quand tu vas cliquer sur une touche, ça va te dire ce qui est assigné à la touche. Lorsque tu veux te rendre là où c'est assigné, tu cliques sur le titre de là où c'est assigné en fait, et puis tu vas ici avoir, tu vois, ton assignation. Donc comme ça, tu peux soit rajouter une lettre, soit en enlever une. Pour rajouter une lettre, c'est pas compliqué, t'appuies sur le plus, et là quand c'est rouge, t'appuies sur n'importe quelle combinaison de touches, et ça marche. Ici, je vais pas le faire. Pour rechercher une commande, tu te rends dans All Commands, c'est très important. Si tu le fais pas, ça va être la galère. Et là, du coup, ici, tu vas tout simplement taper ce que tu veux. Donc par exemple, ici, on va taper Split Clip, tu vois, et hop, voilà, tu vas trouver Timeline Split Clip. Donc les raccourcis que moi je vais te conseiller, c'est les raccourcis. Donc si tu viens de Premiere Pro, tu vas pouvoir en fait mettre ton profil ici Adobe Premiere Pro et tu auras l'équivalent de Premiere Pro. Si tu viens pas de Premiere Pro, je te conseille quand même de passer sur les raccourcis de Premiere Pro. En gros, DaVinci, les raccourcis de base, on va avoir le mode de sélection qui va se retrouver en A. C'est ce qu'on appelle le Normal Edit Mode. C'est l'équivalent du V sur Premiere Pro. Moi, je vous conseille de garder le V plutôt que le A, pour la simple et bonne raison que en fait j'utilise une technique qui s'appelle la technique du CVB, qui permet en fait d'utiliser l'outil Cutter, qui normalement est l'outil B sur DaVinci, donc c'est Blade. Donc l'outil Cutter, je vais le mettre, et du coup vous voyez sur C, donc le C, moi je vais mettre Blade Edit Mode. Ça va me permettre de prendre mon cut. L'outil V, ça va être mon normal edit mode. Ça va me permettre tout simplement de retrouver ma sélection. Et mon outil B, vous voyez, donc ça fait les 3 touches collées, hein. Sous le doigt, c'est nickel. Ça va me permettre de faire un ripple delete, ça veut dire en français un supprimer et raccorder. Cela veut dire que lorsque je vais prendre un cut ici avec la touche C, un cut là avec la touche C, je rappuie sur V, je viens cliquer ici et j'appuie sur la touche B et ça va supprimer puis raccorder. Voilà, c'est une méthode qui est rapide, mais vous allez voir que je vais vous en proposer une qui est encore plus rapide que ça. Donc moi je vous conseille de le mettre sur CVB. Donc mes raccourcis, on va noter du coup le Blade Edit Mode en C, le Normal Edit Mode en V, et le Ripple Delete en B. De toute façon, je vous donnerai mes raccourcis en export, mais vous pouvez les transformer à votre guise. D'ailleurs, ce sera pas complet, il y a tout un tas de raccourcis qui sont vides. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que sur le D, moi je vais mettre un truc qui s'appelle Split Clip. Donc le Split Clip, ça permet, quand je vais passer avec ma timeline, on le verra un peu plus tard, mais si j'appuie sur D, ça va faire des coupes. Donc vous voyez, ça va faire des coupes, j'ai pas besoin de sélectionner quoi que ce soit, ça va beaucoup plus vite, ça m'évite 2 actions. L'action de appuyer sur C, l'action de cliquer pour faire ma coupe. Ça m'évite ces actions-là. Là, j'ai juste à appuyer sur D et ça coupe. Et ensuite, je vais mettre sur Q et W Start et End to Play Head. Donc c'est 2 paramètres qui sont très intéressants, qui vont me permettre en fait, si vous voulez, tout simplement de supprimer avant ma tête de lecture et après ma tête de lecture. Mais on en reparle un peu plus tard. Très bien pour aller très vite. Ensuite, dans les autres éléments, sur mes touches F1, F2, F3, je vais mettre les 3 modes que j'utilise le plus, à savoir la page Edit, la page Color et la page Deliver. Ça me permet en un clic chez moi, vous le voyez pas, mais du coup ça me permet de passer de ces 3 pages différentes en un clic sans avoir à cliquer en bas. Là vous allez vous dire bon, on s'en fout, ça sert à rien, mais en fait moi ça m'est vachement utile personnellement parce que je jongle beaucoup entre ces pages. Alors par défaut, hein, elles sont déjà sur d'autres raccourcis, mais je les trouvais galères. Je les ai mis sur des touches qui me convenaient bien évidemment. Également, je vous le précise, si je clique sur option, il y a des tout nouveaux raccourcis qui s'affichent. Vous voyez qu'à chaque fois ça change suivant ce que vous allez mettre. Par exemple, si vous faites option, contrôle, shift, tous les raccourcis sont dispo par exemple. Autre élément que moi j'utilise la touche K, j'utilise très souvent. Donc ça, la touche K, j'utilise pour normaliser le niveau audio. Donc normalement je fais clic droit, normalize audio level, mais moi du coup je vais juste appuyer sur K et ça va me permettre de changer le volume de l'audio. Ça c'est hyper pratique, je peux changer en un clic. L'autre paramètre que j'utilise aussi, c'est la touche tout simplement Shift et X. Donc Shift X, ça me permet de faire auto align clip. Donc ça je vous l'expliquerai plus tard, mais c'est ce qui va nous permettre de synchroniser de différents audios avec de la vidéo, mais de manière hyper rapide. Et plutôt que de faire du coup clic droit entre 2 rushs et d'aller chercher auto align clip par ici, là il est pas parce qu'il n'y a pas de rush, et bien je vais directement faire mon Shift X et ça va marcher tout de suite, c'est génial. Et encore une dernière touche aussi que j'utilise énormément, c'est le clip attribute. Donc moi j'utilise ça en Shift A, voilà, et ça me permet d'avoir les attributs de clip, on y reviendra aussi un peu plus tard. Donc Keyboard Customization, Shift A, vraiment très utile aussi. Bon, voilà, il y en a d'autres, hein, comme je vous ai dit, il y en a que j'utilise, d'autres que j'utilise moins, il y en a où j'ai pris les habitudes de l'utiliser avec ma console d'étalo, d'autres que j'ai pris l'habitude d'utiliser avec la souris, mais ça dépend de chacun. Quoi qu'il en soit, je vous conseille quand même d'utiliser un maximum, au moins les méthodes de cut, donc n'hésitez pas, je vous mets le preset. Pour l'importer du coup, vous allez tout simplement dans les 3 petits points qui sont ici, et là vous pouvez donc sauvegarder votre preset, importer un preset, donc le mien, exporter un preset. Donc ici, vous allez pouvoir importer le mien directement. On passe à la suite.
Alors on y va sur un petit topo à propos du Blackmagic Cloud. Donc ça c'est une des nouveautés de DaVinci Resolve 19. Alors c'était là juste avant la 19, mais au global c'est une des nouveautés qui est extrêmement récente et qui va tout simplement révolutionner le workflow en équipe. Jusqu'alors, sur Premiere Pro par exemple, vous avez déjà peut-être connu le travail collaboratif. Donc vous avez votre logiciel et puis vous allez travailler avec plusieurs personnes sur un même projet. En règle générale c'est très bien, ça passe pas trop de soucis, mais il faut savoir que sur DaVinci c'était jusqu'ici pas vraiment possible. On pouvait travailler en réseau mais c'était assez différent, et depuis peu on peut travailler donc en cloud, en Blackmagic Cloud, et donc vous allez voir, je vais vous présenter ça après, mais d'abord je vais vous faire un petit peu le tuto pour en fait le faire fonctionner. Donc d'abord pour l'activer il faut aller sur le site de Blackmagic et il faut tout simplement cliquer sur se connecter ici. Là vous allez pouvoir vous authentifier comme moi, ou alors directement créer un compte, c'est totalement gratuit. Et il faut savoir que vos collaborateurs vont pouvoir utiliser en fait ce cloud de manière totalement gratuite. Il n'y a qu'une seule personne qui va devoir utiliser le service payant, on va y venir. Voilà, donc ici je me connecte et là vous voyez on est sur mon cloud. Donc on retrouve DaVinci Resolve, Project Server, Cloud Storage, organisation, présentation et account setting. Donc l'idée c'est que on va retrouver en fait les différents éléments primordiaux, les plus importants. On va aller dans Cloud Storage ici. Donc là vous voyez il y a tout ce que j'ai cloudé avec ma team, et il y a mon forfait ici qui est à 500 Go. Donc là on voit tout ce qu'on a utilisé et tout ce qui nous reste. Donc là vous voyez par exemple il nous reste 464 Go, c'est beaucoup. Alors vous allez voir c'est assez merveilleux ce truc là, on peut le voir aussi ici. Dans les paramètres on peut aller changer tout simplement le plan qu'on a. Donc ici moi je paye 20 € par mois en échange de 500 Go tout simplement de cloud, plus un nombre de projets illimité et 30 membres dans ma bibliothèque. Donc la bibliothèque c'est les Project Library, c'est ce que je vous présentais au début de la formation, à savoir les databases. Donc on peut en avoir maximum 2, ici moi j'en ai utilisé une sur 2, ça sert à rien de toute façon d'en prendre 2 dans l'immédiat. Si vous travaillez en collaboratif de manière classique ça ira. Ça peut servir si par exemple vous travaillez pour 2 entités différentes. Donc si par exemple vous avez 2 boîtes de prod différentes, ça peut être intéressant de créer une deuxième database pour l'autre boîte de prod, pour pas qu'ils se retrouvent dans la même. Parce que par contre une fois que vous invitez des membres, vous pouvez pas verrouiller pour un membre ou pas. Ce sera des membres par Project Library. Comme vous pouvez le voir, il y a écrit Switch to Free Plan. Ça c'est tout simplement en fait la version gratuite. Donc la version gratuite c'est par exemple moi mon monteur il va tout simplement pas avoir besoin de payer quoi que ce soit, il va tout simplement se connecter gratuitement, et pour ça il va juste lui en fait avoir un compte qu'il va créer, c'est tout. Ensuite il y a un autre plan, il faut le savoir, donc je vais vous montrer un peu les différents plans. Le plan qui est le plus bas c'est celui qui coûte donc 5 € par mois et qui est à 2 Go. Donc en fait ce plan là il permet d'utiliser le cloud. Si on enlève ce plan là, si on est en free, on ne peut pas, vous voyez il y a écrit 0 project, on peut pas faire de projet. Vous voyez il y a écrit 0 project libraries, donc on ne peut pas faire de projet, il n'y a pas de database, alors qu'il suffit simplement d'avoir la formule à 5 € pour créer une database qui va nous permettre du coup de faire autant de projets qu'on veut. Alors il n'y a que 2 Go pour la formule de base, donc cette formule elle est idéale pour juste travailler en collaboratif sur un montage quelconque, et donc il faudra que le monteur ou la monteuse possède elle ou lui aussi les rushs en intégralité. C'est-à-dire que si vous avez fini votre tournage, il faut que le disque dur il soit splitté en 2 pour que chacun puisse avoir les données. Donc ça c'est le système classique. Là où ça devient vraiment intéressant c'est avec la formule que moi par exemple j'ai, qui est une formule du coup à 500 Go. Donc cette formule elle est hyper intéressante, donc cette fois-ci on peut baisser le prix, on peut passer à 15 € par mois au lieu de 20, et pour ça on va avoir plus que une database, et ces 500 Go en fait ils sont incroyables parce qu'ils vont me permettre justement du coup de tout clouder. Donc ça vous allez le voir juste après, je vais vous expliquer en détail sur le logiciel. Ensuite on va pouvoir monter la formule, donc vous voyez 2 Tera de cloud, on va pouvoir trouver ça à 60 € par mois. Alors en termes de tarifs c'est excessivement honnête. Voilà, vous pensez que j'allais dire excessivement cher, mais pas du tout, c'est extrêmement honnête parce que au regard de ce que ça coûte en fait normalement ce genre de cloud, c'est hors de prix, parce que là faut savoir que c'est un cloud, vous allez voir, qui est connecté directement sur les serveurs de Blackmagic, qui va nous servir directement dans le logiciel. C'est vraiment phénoménal comme système. Donc ensuite on a 5, puis ça peut monter, vous voyez on peut aller jusqu'à 1 PB, 2 PB, enfin on peut en mettre autant qu'on veut, donc ça fait 1000 Tera, 2000 Tera, etc. Enfin c'est vraiment impressionnant. Et là vous voyez 500 Tera c'est 15 000 € par mois. Bon là déjà on n'est plus dans la même échelle, si vous regardez cette formation vous en avez pas forcément besoin. Mais voilà, notez que en tout cas on peut utiliser gratuitement, donc si on veut rejoindre une bibliothèque, ou on peut tout simplement payer 5 € par mois si on est propriétaire entre guillemets et qu'on veut que les gens viennent rejoindre notre bibliothèque. Donc il faut toujours une personne qui paye les 5 €, tous les autres viennent le rejoindre dessus. Donc c'est très simple en fait. Et si par contre on veut plus de cloud, on n'est pas obligé d'aller chercher la formule à 20 €, on peut cette fois-ci baisser le Project Libraries à 0, et donc on va avoir un projet librairie à 15 €, et ça suffira, une database. Alors du coup sur ce petit réglage là sur le nuage, vous allez pouvoir, donc comme je vous disais, vous avez tous les projets, et ce qui est trop cool c'est que vous allez pouvoir retrouver en fait tous les proxys de tous ces projets. Donc là par exemple je peux aller dans tous les dossiers
et je vais retrouver tous les rushs. Donc ici il n'y en a pas, mais sur des rushs où j'en ai, bah, ça va marcher en fait. Vous voyez là par exemple il y a mes proxys, donc je vais retrouver en fait tous les rushs qui sont directement ici, ça c'est vraiment génial. On peut les télécharger directement depuis le site. Donc extrêmement pratique si on est en déplacement et qu'on n'a pas accès directement au logiciel DaVinci, mais qu'on a accès juste au cloud. Donc vous voyez vraiment hein, ce Blackmagic Cloud, il est impressionnant et vous allez voir que maintenant je vais vous présenter ses fonctionnalités, c'est vraiment exceptionnel. Évidemment, hein, vous pouvez inviter des membres. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit d'aller dans ce menu-là et puis là, vous allez cliquer sur le petit i et là, vous voyez, moi, il y a les gens que j'ai invités et puis je peux en inviter encore pas mal, hein, c'est 3 sur 30 là. Donc là, je peux en inviter encore beaucoup. Donc pour ça, je vais tout simplement cliquer sur Share et là, je vais tout simplement taper l'email de la personne que je veux inviter et c'est ainsi que vous allez inviter des gens gratuitement. Donc ces gens-là que vous invitez, vu que c'est moi qui host, qui paye tous les mois 5 € par mois pour avoir accès à ça, eh bien je peux inviter autant de gens que je veux gratuitement. Donc ça vraiment c'est phénoménal, hein, vraiment. Allez, on passe à la suite, je vais vous montrer dans le logiciel à quoi ça correspond, comment ça marche. Allez, nous voilà dans le logiciel les amis, et cette fois-ci donc vous allez voir, on va aller donc sur la petite maison et on va aller chercher Cloud. Donc ici il va vous demander de vous log, hein, c'est normal, vous allez donc vous connecter etc avec vos identifiants. Ici on est donc dans ma database hein, qu'on voyait sur la vidéo d'avant. On a donc des projets, hein, des projets qui sont en cours avec les personnes avec qui je bosse, et vous voyez du coup il y a ce petit icône ici avec des sujets, des personnes, ça veut dire qu'on est plusieurs dessus. Donc par exemple ici je vais aller sur YouTube, donc ça c'est des projets sur lesquels on travaille, ou on a déjà travaillé, et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc déjà on va faire un nouveau projet, on va créer un new project. Alors il y a cette nouvelle page, donc cette page là vous la connaissez pas, c'est normal. Donc d'abord on a le name your project, donc ici évidemment c'est le nom du projet, donc par exemple ici je vais faire projet formation test. Ensuite on a le fichier, l'endroit où le fichier va se loger, hein. Et ensuite le point 3 qui est très important, c'est est-ce que vous voulez partager avec d'autres utilisateurs. Donc si vous mettez set project ou single user, ce qui va se passer c'est que c'est comme un projet en solo, c'est comme un projet en local, sauf que il va être mis sur le cloud, mais personne ne va être utilisé lorsque vous serez dedans. Il y aura un petit cadenas, et ce qui ferait que personne pourra double-cliquer et rentrer dans le projet pendant que vous êtes dessus. Donc c'est le projet en single user. Nous on veut pas ça, hein. Le but du cloud, ça va être de taffer avec tous ses amis. Évidemment vous pouvez sur certains projets travailler tout seul. Donc on va cliquer allo multiple simultaneous user, et ça c'est l'icône que vous avez vu juste avant du coup. Et ensuite ça c'est le quatrième point qui est extrêmement important, écoutez bien. Donc là il nous demande en fait si on veut synchroniser avec le Blackmagic Cloud, qu'est-ce qu'on veut synchroniser. Donc si vous avez que 2 Go, de toute façon vous n'allez pas synchroniser grand chose, hein, parce que ça va se remplir assez vite. Mais si par contre comme moi vous prenez la formule à 15 € par mois, qui est vraiment je trouve vraiment pas cher, pour avoir 500 Go, c'est à mes yeux une formule d'appel, hein. Et ce qui va se passer c'est que vous allez pouvoir être, vous allez voir, très très malin, et vous allez pouvoir ne pas sync proxy and originals, ce qui veut dire donc des proxys et des originaux. Alors les proxys on verra ça plus tard, mais en gros les proxys pour les plus débutants d'entre vous, ce sont des fichiers de montage qui vont servir que pour monter. C'est des fichiers qu'on va en fait transférer, on va encoder des fichiers originaux vers ce qu'on appelle des proxys. C'est des fichiers beaucoup plus légers en fait, c'est des fichiers très allégés du fichier original. Donc là c'est ce qu'on va faire, on va laisser sync proxy. Don't sync media évidemment, ça va rien synchroniser, mais nous on va faire sync proxy, et ça du coup ça va tout passer vers le cloud, et c'est vraiment excellent, c'est excellent dans plein de points. Ensuite il nous demande si on veut autoriser la caméra à distance, ça on s'en fout, c'est autre chose. On va faire create, et là voilà, on est sur le projet. Donc jusqu'ici il n'y a aucun changement, c'est un projet DaVinci Resolve classique, juste là il réfléchit, il charge, c'est normal. C'est un projet totalement classique. Par contre là vous voyez il y a des nouveaux icônes. Donc le premier c'est ça, hein, c'est le Blackmagic Cloud Sync. Donc ça il va me permettre de savoir combien j'ai de storage de dispo, hein, de stockage, et ensuite il va me permettre de voir qu'est-ce que j'ai stocké dans ce projet là, qu'est-ce qui est synchronisé, pas synchronisé, où j'en suis sur ma synchronisation. Les amis, vous l'aurez compris, ça va vous permettre en fait tout simplement, ça va tout simplement vous permettre en fait de uploader des tonnes de fichiers et de faire en sorte de les clouder en proxy, mais vous n'aurez rien à faire. Et pour ça le plus simple c'est que je vais vous montrer un exemple. Je vais glisser ce fichier ici, et là vous voyez, ça va pas l'afficher tout de suite mais ça va pas tarder, il va y avoir un petit nuage, voilà ça y est, le petit nuage est là, et là il y a écrit generate proxy. Donc ce qui se passe c'est que moi je peux tout de suite monter ce fichier là, je l'ai sur mon disque dur, hein, il est déjà prêt, mais en fait le logiciel lui va générer un proxy directement, le Blackmagic Cloud, et ça va permettre tout simplement au monteur à distance de voir ce fichier là, de pouvoir le monter sans avoir lui-même le fichier. Et c'est là, vous l'aurez compris, la révolution de Blackmagic Cloud. C'est ça qui est exceptionnel, c'est que vous allez pouvoir travailler sur des projets immenses. Je vais vous montrer un cas d'exemple. Là par exemple on a pu bosser sur ce projet là qui est un gros projet. On va pouvoir en fait bosser sur des projets
immense. Donc ici c'est sur le panel DaVinci, tout est cloudé et là en fait c'est phénoménal puisque mon monteur du coup il a pu monter cette vidéo là en toute autonomie. Donc tous ces rushs qu'on voit ici là, tout ça là, ça a été monté à la main sans avoir les rushs. Il n'a jamais eu les rushs dans son disque dur. On n'a jamais eu besoin de transférer aucun disque dur. Il a monté sur des proxys qui ont été générés tout seul, hyper rapidement par le logiciel, en transparence. Je n'ai rien eu à faire si ce n'est glisser toutes les illustrations que vous voyez ici là sur le côté et les sons, les musiques, etc., etc. Mais voilà, c'est vraiment phénoménal et ça fonctionne à merveille. Et d'ailleurs, vous voyez là, il y a 2 médias offline. Donc ça, c'est des captures d'écran que mon monteur a fait. Et pourquoi ça fonctionne pas? C'est tout simplement parce que ici, moi, j'ai décidé de désactiver les proxys. Donc je les vois pas parce que j'ai pas le dossier. Donc ça par contre, évidemment, hein, ça a des limites, hein. Il y a des inconvénients. L'inconvénient c'est que bien sûr, une fois que votre monteur aura terminé le montage, il faudra que la version définitive, elle sorte d'une personne qui possède les rushs. Parce que vous allez devoir effectivement exporter autre chose que des proxys. C'est pour ça que là je les ai désactivés. Mais si je mets préfère proxy, vous voyez, ça y est, c'est apparu parce qu'en fait ils sont cloudés. Donc là je les récupère tout de suite, alors que ces rushs là, je ne les ai pas, je ne les possède pas. C'est des choses qu'il a enregistrées lui et je n'ai pas ces ressources là. Je ne les possède pas sur mon ordinateur. Ah vous voyez, je vais désactiver et pof, ça redésactive. Donc c'est vraiment, ça c'est vraiment exceptionnel. Alors que dire dessus? Vous voyez, hein, comme je vous disais, on a cette partie là. On peut mettre en pause, suspendre la synchronisation. On peut activer ou désactiver à tout moment en fait le projet pour qu'il soit en multi-user ou pas. On a quelques settings ici qui vont nous permettre donc de voir ce qu'on peut synchroniser. Vous voyez, Blackmagic Cloud Sync. Est-ce qu'on veut un fichier qui soit plutôt puissant, par exemple un ProRes 4 de 10 bits? Donc ça, moi par exemple, je le fais pas parce que je sais que si je le fais, certes mon monteur il aura plus de qualité avec le ProRes 4 de 10, mais ça va remplir mon cloud très très vite. Et vu qu'on a l'habitude des fois de travailler sur des montages simultanément sur plusieurs projets qui sont un peu lourds, et j'ai pas envie de dépasser mon cloud. Pour autant, je vais pas non plus aller chercher le 420 Alfred, qui veut dire tout simplement moitié de résolution, parce qu'alors là ce sera vraiment dégueulasse quoi. Bon, je pense que vous avez complètement compris l'idée. On peut aussi trouver le site directement ici. Là vous voyez tout simplement les gens qui sont dans le projet, hein, les membres du projet. Donc ici il y a personne, mais s'il y a des gens qui se connectent, vous allez les voir. D'ailleurs vous allez voir, en fait c'est cool parce que vous voyez des icônes qui sont affichées un peu sur tous les chutiers pendant qu'une personne travaille sur un projet, et c'est extrêmement visible, donc c'est cool. Alors il y a quand même des limitations, heureusement, hein, j'ai envie de dire. Donc la limitation c'est que contrairement à Premiere Pro, sur Premiere Pro vous pouvez être plusieurs à travailler sur une même timeline, mais ça en fait on s'est aperçu que c'était pas forcément une bonne idée parce que souvent ça crée des conflits de mise à jour. En gros, le logiciel va se battre pour savoir qui va manger l'autre, qui fait la mise à jour, qui va aspirer l'autre en fait. Et bien ici, pour éviter ce genre de problème, ils ont décidé, Blackmagic, de faire quelque chose que je trouve assez pertinent. Ils ont décidé tout simplement de verrouiller une fonction par une fonction. C'est-à-dire que si vous avez un monteur qui est dans cette timeline ici, et bien personne d'autre ne peut travailler dessus. Donc d'autres personnes peuvent regarder la timeline en temps réel, mais personne ne peut travailler dessus. Par contre, la timeline numéro 2 qui est ici, sur laquelle il n'y a personne, là il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Autre chose, nous ça nous est arrivé de faire un très gros projet il y a quelques temps où on était plusieurs, 3-4 dessus en même temps et ça fonctionnait très très bien. Il fallait juste que chacun ait une timeline. Donc ça après c'est juste des séquences, vous splittez, vous divisez les séquences à tous et ça ira très très bien. Chacun prend une séquence et ça fonctionnera très bien comme ça. Donc au final, oui, vous pouvez bosser chacun sur un pan de la timeline. Par exemple, si vous mettez le montage final ici, il y a une personne qui va bosser sur cette partie, donc qui va créer une timeline avec, une personne sur celle-là et une personne sur la dernière, etc. Vous avez compris l'idée. Par contre, on peut tout à fait travailler sur la timeline principale pendant qu'un monteur travaille sur la timeline en edit. On peut nous aller bosser sur l'étalon. Ça c'est possible, on peut tout à fait faire de l'étalonnage pendant ce temps-là, il n'y a aucun problème. Voilà les amis, c'est le Blackmagic Cloud. Alors moi je trouve que c'est un miracle, hein. Je trouve que c'est vraiment une fonction que j'adore. C'est une fonction qui est excellente et c'est une fonction que je vais évidemment moi personnellement continuer à beaucoup utiliser. C'est une des fonctions qu'on utilise le plus avec mon équipe. Ça a un potentiel assez illimité. Il faut dire qu'à ce prix-là, le rapport qualité-prix est absolument débile, hein, disons-le. Donc voilà, moi ça fait partie des grosses vidéos. Donc cette vidéo elle est un peu longue, mais ça fait partie vraiment des vidéos que je voulais vous montrer sur le Blackmagic Cloud, hein, de DaVinci 19 qui vraiment est excellent. C'est beaucoup amélioré. Enfin, c'est excellent. Alors dans les autres inconvénients qu'on va retrouver avec le Blackmagic Cloud, il y a un truc pour l'instant qui est pas dispo sur la 19, c'est que on ne peut pas activer le Dynamic Project Switching. Vous voyez, il n'y est pas. Et d'ailleurs, quand vous êtes en local, donc par exemple, regardez, si je me mets en local ici, vous allez comprendre. Si je me mets en Dynamic Project Switching et que j'essaye de passer en cloud, il va me donner une erreur. Donc vous voyez, par exemple, je vais essayer de rentrer dans ce projet, voilà, et il va me dire on ne peut pas le faire puisque vous devez désactiver le Dynamic Project Switching. Donc voilà, ici je vais être obligé de le désactiver. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est grave? Non, c'est pas grave parce qu'on peut toujours copier depuis le local. C'est-à-dire que si par exemple je viens prendre, je vais vous faire une démonstration, si je viens prendre par exemple ce rush là, je viens faire un CTRL-C, commande C sur Mac dessus, hop, je l'ai copié, je viens dans l'autre projet, alors c'est un peu plus lent, mais bon, c'est pas non plus la fin du monde, je viens dans l'autre projet, et là vous allez voir que je vais tout simplement faire CTRL-V
et voilà, il a copié le rush. Donc c'est pas un drame, et d'ailleurs il est en train de le synchroniser là. Donc là il va tout simplement le clouder, et ça y est, il est déjà dispo. Ça va extrêmement vite, hein, comme vous pouvez le voir. Donc ça, vous inquiétez pas, c'est vraiment pas un souci. Et là vous voyez le rush d'ailleurs il est déjà dispo parce qu'en fait il est sur une autre vidéo, donc en fait il sait qu'il l'a déjà dans le cloud et il va tout simplement le retrouver tout seul, donc il sait qu'il est déjà existant dans un autre projet, et ça c'est trop cool, hein. Donc petite info, vous n'avez pas besoin de reclouder chaque fois que vous mettez des rushs qui sont déjà dans le cloud en fait, hein, ça va tout de suite les retrouver. Donc si vous avez un nouveau projet, que vous mettez des nouveaux rushs, il va pas s'amuser à consommer du cloud. Voilà, c'est le défaut entre guillemets, hein, c'est que pour l'instant on peut pas utiliser le dynamic switching, mais bon ça va, on peut toujours copier-coller, donc c'est pas non plus la fin du monde. Alors on y va pour un gros dossier. Ce dossier c'est du coup un peu l'ensemble de tout ce que je vous ai donné juste avant, mais en preset. Donc sur DaVinci il y a un truc qui est vraiment très important à faire, surtout quand on est sur Mac. Donc là je parle à tous les utilisateurs de Mac, mais vous inquiétez pas, sur Windows c'est pareil, hein. Au final il y a des trucs qui sont très importants aussi, mais quand on est sur Mac, donc il va falloir qu'on vienne à chaque fois, vous voyez, à chaque fois qu'on fait un nouveau projet il va falloir refaire ça. Donc pour éviter de faire ça, on va configurer un projet en preset. Donc on va mettre Rec 709A ici, donc ça c'est que pour les utilisateurs de Mac. On va faire Same as Timeline, voilà, comme ça c'est fait. Et ensuite on va faire autre chose aussi, ça je vous le dis, ce sera pour plus tard. Dans Lookup Table on va ici trilinéaire, on va mettre tétraédral, donc ça c'est, je l'expliquais dans la formation d'étalonnage avancé, mais en gros c'est comment on va interpréter une lutte, le logiciel, et du coup c'est mieux de le mettre comme ça. Ensuite dans les master settings, moi je vais configurer pour chez moi, donc chez moi en règle générale du coup je suis toujours sur un écran 4K avec des rushs en 4K, et donc du coup je vais faire une timeline en 4K, ici Ultra HD avec des rushs en 4K. La timeline framerate par défaut je la laisse à 25 et on peut la mettre à 24 de toute façon, dès que je vais mettre un rush dedans ça va, le projet va s'adapter. Ensuite je vais venir choisir mes optimize media et proxy, donc ça on va le voir un tout petit peu après, mais du coup ici pour sauvegarder un preset qui va être durable, alors quand je suis en étalonnage je vais pas travailler avec ce genre de proxy, puisque de toute façon en étalonnage on travaille sans proxy, mais quand je suis en montage je vais aller chercher plutôt des proxys vraiment très faibles, donc je vais aller chercher du ProRes proxy, l'optimize media je vais le laisser en défaut, et puis le défaut format ici je vais mettre ProRes proxy encore une fois, render cache pareil, comme ça je suis sûr d'avoir un projet très léger. Le but là c'est que pour le montage, donc tout ça je garde. Une fois que ça c'est fait, là au global je pense que je suis à peu près bon dans ce que je veux, donc je vais venir sauvegarder, ça y est c'est fait. Alors là maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Et bien tout simplement comme je vous expliquais, on va tout de suite tester ce qui va se passer. Si je change de projet, que je retourne sur l'autre projet, et bien vous voyez quand je vais aller dans mon projet ici, j'ai perdu en fait mes infos, donc j'ai perdu mes infos de preset ici, et ça c'est pas cool. Donc ce que je vais faire c'est que pour qu'à chaque fois que je crée un projet j'ai un de ces presets là en défaut, je vais cliquer sur les trois petits points ici, et là j'ai deux possibilités. Soit je vais pouvoir le set current settings as default preset, ça veut dire que je vais pouvoir faire en sorte que ça là, tout ça, ce soit le défaut preset, le preset par défaut, tout simplement. Soit je vais pouvoir tout simplement cliquer sur save current setting as preset, c'est ce que je vais faire. Donc je vais cliquer dessus, et là il va me demander d'entrer un nom de preset. Donc là par exemple je vais mettre montage 4K UHD, voilà, comme ça ce sera le plus simple. Et ici regardez maintenant dans les trois petits points j'ai montage 4K UHD, donc ça c'est extrêmement important les amis, ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps à chaque fois qu'on fait nos projets. Maintenant je vais en faire un autre, c'est la version 1080p, donc vous voyez ici je vais juste mettre la timeline en 1080, je vais tout simplement faire les trois petits points, set current, et cette fois-ci je vais save, et cette fois-ci je vais refaire un preset, donc du coup ici je vais mettre montage 1080p HD, voilà. Alors là je pouvais paramétrer vertical etc, mais j'ai pas besoin parce que sur DaVinci maintenant il me suffit juste de cliquer sur ça et ça va inverser la résolution, donc ça me va, ça me convient bien comme ça. Mais par exemple si j'ai des projets en HDR, en étalonnage ou ce genre de choses, c'est pareil, je vais pouvoir les paramétrer. Voilà, donc c'est peut-être pas grand chose, mais vous avez vu quand même c'était important de le faire. N'oubliez pas de faire ça pour ceux qui sont sur Mac, c'est vraiment important, et pour tout le monde n'oubliez pas de mettre tétraédral ici, et du reste n'oubliez pas surtout de régler votre résolution, en fait c'est ça le plus important. Donc votre monitoring, n'oubliez pas, si vous avez un écran 4K, mettez bien 4K ici, c'est assez important. Et puis après le reste, voilà, si vous voulez un montage plutôt léger avec une timeline pas trop lourde, la timeline en 1080p ça ira très bien. On est bon pour ça, on passe à la suite.